Alors, correction des exercices, mesure physique numéro 1, donc les premiers exercices en rapport avec les spectres infrarouges en particulier. Donc ici, vous avez la table avec les différentes liaisons et les nombres d'ondes associés à ces différentes liaisons. Et on passe aux exercices en rapport avec ça. Alors, le premier exercice, on vous dit un spectre infrarouge et la formule semi-développée de la molécule d'acide lactique sont données ci-contre. Donc, vous les avez ici. La formule semi-développée de l'acide lactique et son spectre. Ensuite, on vous dit, ce spectre infrarouge peut-il être celui de l'acide lactique? Alors, attendez, parce que j'essaye. Hop, voilà. Donc, on peut se servir évidemment de la table. Alors, comment on fait? Déjà, on repère sur le spectre quelles sont les bandes d'absorption intéressantes. Alors, je vous rappelle qu'on ne va pas s'intéresser à tout ce qui se passe avant 1500. On s'intéresse aux bandes qui se trouvent, aux bandes d'absorption qui se trouvent entre 1500 cm-1 en nombre d'ondes et 4000 cm-1. Ici, on repère une bande relativement, très intense, d'accord, très forte, qui n'est pas très large, d'accord, et qui se situe environ ici. Alors, c'est pas forcément très facile d'être précis avec les spectres infrarouges, ça dépend de la qualité de votre spectre. Ici, on est à 1500, ici 1600, 1700, 1800. Donc là, on est environ, mais c'est pas évident d'être super précis, environ à 1720 cm-1. Ensuite, alors on a une bande extrêmement large qui se trouve ici et très intense. Alors, entre combien et combien? Alors, soit je prends à partir de là. Donc là, je suis à 2200, 2400, 2600. D'accord? Donc ici, je suis à peu près, donc 2400, 2600. Je suis environ, c'est à la louche, 2500 cm-1. Et je vais jusqu'à à peu près, hop, ici, 3200, 3400, 3600 cm-1. Donc j'ai une bande extrêmement large et extrêmement intense. Alors, une fois qu'on a repéré les bandes, on va essayer de voir si c'est en accord avec les liaisons qui sont présentes dans l'acide lactique. On a quoi comme liaison? Alors, je vais juste faire une petite... Non, c'est bon, une petite modif. Alors, ici, on a quoi comme liaison? On a la double liaison CO. D'accord? Mais qui appartient à quel groupe caractéristique? Au groupe caractéristique C double liaison O OH, qui est le groupe carboxyle, donc des acides carboxyliques. Donc c'est un CO d'acide. Parce que suivant qu'on ait un groupe, une double liaison CO de cétone, d'aldéhyde ou d'ester ou d'acide carboxylique, si vous regardez ici, vous n'avez pas forcément les mêmes nombres d'ondes. Pas tout à fait. Par exemple, pour un aldéhyde, la double liaison CO, c'est entre 1720 et 1740 cm-1. Pour une cétone, 1705, 1725. Pour un ester, 1700, 1740. Et pour un acide carboxylique, un peu plus bas, 1680, 1710. D'accord? Donc, nous, c'est un CO d'acide. Ensuite, on a une liaison OH. Une simple liaison OH et on l'a deux fois. OK? Et on a également, donc on a une liaison OH d'acide carboxylique et on a une liaison OH d'alcool, en fait. D'accord? Ici, la liaison OH dans le groupe carboxyle et ici, une liaison OH simple, on va dire. Et on a également des liaisons CH, d'accord? Et des liaisons CC. Bon. Alors, on va regarder maintenant si ce qu'on a, ça correspond. On regarde double liaison CO d'acide. La double liaison CO d'acide, elle est entre 1680 et 1710 cm-1, forte et fine. On regarde, on en a une ici, forte et relativement fine, pas trop large, à 1720 cm-1. Mais bon, on n'est pas méga précis non plus, d'accord? Donc du coup, ça colle pas mal avec cette liaison-là. Donc celle-là, on l'a. La OH d'acide carboxylique. Alors la OH, c'est celle-ci, bande forte et très très large entre 2500 et 3200 cm-1. Alors ici, 2500 et 3200, on l'a, d'accord? On a une bande large. Sauf que là, elle va plus loin. Mais alors on va voir si c'est possible ou pas. Donc la OH d'acide, on l'a également.
mais elle se superposera avec une autre bande. Alors, on va regarder, il nous reste OH d'alcool. Alors, je vais voir les alcools. 3200, 3400 cm-1, bande forte et large. Donc, en fait, cette bande-là, elle suit cette bande-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ici, c'est comme si vous aviez une première bande, comme ça, et une deuxième bande très large qui se superpose. Et donc, au final, ça fait cette grande bande-là. Donc, on retrouve notre bande correspondant à la double liaison CO pour un acide carboxylique, notre bande pour une liaison OH d'acide carboxylique et notre bande pour une liaison OH d'alcool simple. D'accord? Donc, on est bon. Juste au niveau des liaisons CH, je vous rappelle, c'est des liaisons qui se trouvent dans toutes les molécules organiques et on les retrouve à 3000 cm-1. Donc ici, elles sont là. Cette bande pour les liaisons CH, elle se superpose aux deux bandes correspondant au OH, d'acide et d'alcool. Voilà, donc pour répondre à la question, ce spectre infrarouge peut évidemment être celui de l'acide lactique puisque les bandes peuvent correspondre évidemment à tout ça. Alors, on continue. Hop. Alors, on continue avec l'exercice suivant. Alors, on nous parle d'identification de bandes d'absorption. On nous dit que l'un des composants de l'huile essentielle d'ylang-ylang est le géraniol, dont la formule semi-développée est donnée ici. On a également le spectre infrarouge du géraniol. Donc en fait, là, on a le spectre correspondant à cette molécule-là exactement. On nous demande, dans ce spectre infrarouge, d'identifier deux bandes associées aux deux groupes caractéristiques présents dans la molécule qui est proposée, donc dans la molécule de géraniol. Alors, il faut déjà reconnaître les groupes caractéristiques dans cette molécule. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un groupe hydroxyle, donc un groupe OH. Donc, hydroxyle. Voilà. Et on a un autre groupe caractéristique qui est là et qu'on retrouve à un autre endroit ici. Donc là, je ne l'entoure pas parce que c'est plus délicat, je le surligne. C'est la double liaison CC. Donc la double liaison CC, ça ne porte pas de nom particulier, mais quand on a ce groupe caractéristique, C double liaison C, on a affaire à un alcène. Quand on a un OH, c'est un alcool. Quand on a une double liaison CC, c'est un alcène. Mais alors, juste un petit détail, c'est qu'on dit qu'on a un alcène quand la molécule ne possède dans sa formule que le groupe caractéristique C double liaison C. Et on dit qu'on a un alcool quand la molécule possède dans sa formule uniquement le groupe caractéristique des alcools. Là, on a une molécule qui a les deux. Donc, c'est une molécule qu'on appelle polyfonctionnelle, qui fait partie d'une autre famille, parce que ce n'est pas un alcool tout court et ce n'est pas un alcène tout court. Donc, c'est une famille polyfonctionnelle. Bon, là, il n'y a pas de nom, je ne vais pas vous donner son nom, mais il faut savoir que ce n'est pas un alcool ni un alcène, c'est une molécule qui possède les deux groupes. Donc déjà, il y a ces deux groupes caractéristiques. Donc au niveau des liaisons, on doit retrouver une bande caractéristique de la C double liaison C et une bande caractéristique d'un OH d'alcool. D'accord? Pas d'acide carboxylique. Donc, on y va. On regarde ici et on va voir après si ça fonctionne. Là, on est à 1500, 1600, 1700. On repère ici une bande fine et moyenne, d'accord, une bande fine et moyenne qui est environ, alors c'est un peu plus que 1650, donc c'est entre 1650 et 1670 cm-1, on ne peut pas être super précis. Ensuite, on a ici une bande qui est un tout petit peu avant 3000, donc entre 2000, que je ne dise pas de bêtises, 2002, 2004, 2006, 2008, donc entre 2008 et 3000. Alors d'ailleurs, je me suis peut-être trompée, 1500, là on est à 1700, 1000, non, là non, c'est bon. Donc 1600, 1700, 1800, 1900. Donc là, c'est bon. Donc attention à l'échelle qui augmente ici. C'est-à-dire qu'on est à 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 3000. Alors que là, on était à 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Donc ici, hop, ici on a 100 cm-1. Alors qu'ici, hop, on a 200 cm-1. Donc attention à pas vous tromper. Donc là, on a une bande environ à 2900 cm-1. Et on a également une bande très large, assez large et très intense. Ici, donc entre 3002 et 3004. Donc à peu près à 3300 cm-1. D'accord? Donc, il faudrait que ça colle avec notre C double liaison C et notre
OH d'alcool. Alors, on y va. On va regarder dans notre table. OH d'alcool, on est là. On doit être entre 3200 et 3400 cm-1, bande forte et large. Ah bah là, on l'a, hein, d'accord, pas de problème. On a à 3003, bon, c'est exactement entre les deux, une bande forte et large. Donc, ça veut dire que ça, c'est la liaison OH, d'accord. Ensuite, pour C double liaison C d'alcène, on doit se trouver entre 1625 et 1685 cm-1 et c'est une bande moyenne. Alors, est-ce qu'on y est? Bah oui, là j'ai dit 1670, hein, c'est peut-être même 1680. On est exactement dans la fourchette qu'on nous donne et c'est une bande moyenne. Donc c'est exactement... Alors on ne nous dit pas qu'elle est fine, mais elles sont souvent fines, hein. Donc c'est une C double liaison C ici, c'est la bande d'absorption de cette liaison-là. Donc on retrouve exactement les deux liaisons apparaissant dans les groupes caractéristiques. C'est quoi cette bande à 2009? Bah, c'est toujours la même, hein, c'est celle qu'on retrouve dans toutes les molécules organiques, celle qui correspond à la liaison simple CH. Donc évidemment, il y en a plein dans cette molécule-là. Donc, pour répondre évidemment correctement à la question, vous identifiez les bandes sur votre spectre et ensuite, vous associez les liaisons et vous regardez si ça colle avec votre molécule. On continue. Alors, je vais juste effacer, hop, parce que sinon, pour la table, voilà, tac, voilà. Alors, on continue avec l'exercice suivant. Donc, identifier les espèces à partir d'un spectre. Donc, c'est là, on change un petit peu. Donc, on a un spectre d'absorption dit UV visible d'une solution qui contient un colorant à identifier. Donc, on nous donne le spectre de ce colorant à identifier. Justifier le nom de spectre UV visible. Alors, pourquoi on appelle ça UV visible? Ben, on regarde. On a ici la longueur d'onde en abscisse et l'absorbance en ordonnée. Ben, on voit que la longueur d'onde va de 200 à, bon, là, on est à 750 nanomètres. D'accord? Donc, on a des longueurs d'onde qui appartiennent aux UV, entre 200 et 400 nanomètres, et on a des longueurs d'onde qui appartiennent aux visibles entre 400 et 750 nanomètres. Donc du coup, on a bien un spectre UV visible. D'accord? Cette solution est-elle colorée? Alors, à quelles conditions une solution est colorée? Elle est colorée si elle absorbe des radiations visibles. On regarde notre spectre. Ici, on a une bande d'absorption assez importante vers 300 nanomètres. On en a une petite juste avant là à 250 nanomètres et on en a une bande d'absorption très importante à 650, un peu plus, hein, entre 650 et 700 nanomètres. Donc ici, on a des bandes d'absorption dans l'UV. D'accord? Donc, ce n'est pas des radiations visibles. Par contre, ici, on a une bande d'absorption à 650 nanomètres, donc dans le visible. Donc, ça veut dire que ma solution absorbe dans le visible. Donc, elle sera colorée. Et le lambda max sera environ de 650. Hop, c'est un peu plus, hein, on va dire 660 nanomètres. OK ? Alors, on nous demande d'identifier le colorant parmi ceux qui sont cités dans les données. Alors, vous avez le E131 qui a une lambda max, donc là où l'absorbance est maximale, 640 nanomètres. Le E132, 608. Le 133, 630. Et le bleu de méthylène, 662. Alors, si on regarde, on est au-dessus de 650. Hein, donc, ce n'est pas le E131, ce n'est pas le E132, ce n'est pas le E133. Et justement, on a dit c'est environ 660. Donc, on a affaire au bleu de méthylène comme colorant ici pour ce spectre. Voilà. Donc voilà ce que vous devez savoir faire. Autre chose qu'il aurait fallu savoir faire aussi, c'est pas demandé ici, c'est donner la couleur de ce colorant. Alors il s'appelle le bleu de méthylène, hein, mais je vous rappelle, il absorbe au maximum à 662 nanomètres. Il se trouve que 662 nanomètres, c'est du orange, d'accord? C'est pas tout à fait du rouge encore, donc c'est du orange. Et si vous regardez la couleur complémentaire du orange, c'est le bleu roi. Donc le bleu de méthylène apparaîtra de la couleur complémentaire à la couleur qui est absorbée au maximum. Ici, la couleur complémentaire du orange. Et la couleur complémentaire du orange, c'est le bleu roi. Donc le bleu de méthylène sera bleu roi.
D'accord? On vous donnerait un cercle chromatique ou un document qui vous permette d'avoir les couleurs complémentaires quand ce n'est pas des couleurs habituelles, hein, rouge, vert, bleu, jaune, cyan, magenta. On vous donnera ce qu'il faut. Alors, l'exercice numéro 22. Donc, on vous donne un document avec alcool et classe d'alcool. Donc, on vous explique qu'un alcool est un composé oxygéné parce qu'il contient de l'oxygène, qui contient un groupe, on en a déjà parlé, hydroxyle, donc c'est le groupe OH. Ce groupe OH est forcément porté par un carbone tétragonal. Tétragonal, ça veut dire qu'il fait 4 liaisons. D'accord? Plutôt 4 liaisons simples quand on dit tétragonal. Il existe 3 classes d'alcool. Donc les alcools primaires où l'atome de carbone fonctionnel, ça veut dire l'atome de carbone sur lequel est lié le OH, ce carbone fonctionnel va être lié à 0 ou 1 atome de carbone. Donc par exemple, CH3OH, ce serait un alcool primaire. Mais si le C est lié à un seul autre atome de carbone, c'est également un alcool primaire. On aura un alcool secondaire si ce carbone ici est lié à 2 atomes de carbone, et on aura un alcool tertiaire si ce carbone est lié à 3 atomes de carbone. D'accord ? Ensuite, vous avez un petit complément scientifique ici. On vous parle de l'oxydation ménagée des alcools. On vous dit que cette oxydation, donc le fait d'oxyder un alcool, conserve la chaîne carbonée. Ça veut dire qu'il y a autant d'atomes de carbone dans la chaîne carbonée. Par contre, le groupe hydroxyle est modifié. Ça veut dire que quand on oxyde un alcool, on va transformer la molécule et on va passer d'un groupe OH à un autre groupe caractéristique. Donc par exemple, si on a COH, on va aller vers un autre groupe caractéristique, on va oxyder le groupe hydroxyle. Le produit d'oxydation dépend de la classe de l'alcool. Ça veut dire qu'en fonction de la classe de l'alcool, si c'est un alcool primaire, secondaire ou tertiaire, on n'aura pas le même produit de l'oxydation. Avec certains oxydants, l'oxydation peut conduire à un aldéhyde. Je rappelle qu'un aldéhyde, c'est le groupe caractéristique COH. Et de l'autre côté, on a un C. Donc, c'est ce groupe caractéristique-là. Ou à une cétone. Une cétone, c'est un groupe carbonyle, mais des deux côtés, on a des carbones. Il n'y a plus le H de l'aldéhyde. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? On nous donne des spectres infrarouges. Donc, on nous donne les spectres infrarouges de l'aldéhyde et de la cétone issus de l'oxydation ménagée d'un alcool à 3 atomes de carbone. Donc, ce serait un alcool avec 3 atomes de carbone. Et voilà les deux spectres d'un aldéhyde, on ne sait pas lequel c'est, et d'une cétone, on ne sait pas lequel c'est non plus. Ça va être ça un petit peu qu'on va essayer de déterminer. Alors, on commence avec la première. Alors, je vous ai remis une table des données de spectroscopie infrarouge. On commence par demander déterminer les formules semi-développées de tous les alcools à 3 atomes de carbone. Donc là, l'exigence, c'est 3 atomes de carbone. Et comme on a un alcool, il nous faut un groupe OH. Alors, quelle est la possibilité comme formule semi-développée? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, j'ai 3 atomes de carbone, voilà, et j'ai un groupe OH. Donc, on commence par écrire la chaîne carbonée, on ne met rien d'autre. Ensuite, il nous faut un groupe OH. Donc, première possibilité, je mets le groupe OH ici, d'accord? Ensuite, on complète pour que le carbone soit tétravalent, ça veut dire qu'il fasse 4 liaisons, et on va compléter avec le nombre de H nécessaire pour avoir 4 liaisons. Ce carbone ici fait déjà une liaison, donc il lui manque 1, 2, 3 liaisons. Donc, il va être associé à 3 atomes d'hydrogène. Ce carbone fait déjà 2 liaisons, donc il lui en manque uniquement 2. Donc, il va être associé à 2 atomes d'hydrogène, donc CH2. Celui-ci, pareil, 2 liaisons déjà, il lui en manque 2, donc CH2. Donc, voilà le premier alcool possible. D'accord ? Deuxième possibilité. Je garde ma chaîne carbonée à 3 carbones, sauf que mon OH, je peux le mettre sur le carbone ici, par exemple. C'est plus le même alcool, du coup. La chaîne carbonée n'est plus la même. Les liaisons ne sont plus les mêmes. Donc, du coup, là, c'est la même chose. Ce carbone fait déjà une liaison. Il lui en manque 3. Donc, il sera associé à 3 atomes d'hydrogène. Ce carbone ici au milieu fait 1, 2, 3 liaisons. Il lui en manque une seule.
donc il va être associé à un atome d'hydrogène. Ce carbone-là fait une seule liaison, il lui en manque 1, 2, 3, donc il va être associé à 3 atomes d'hydrogène. D'accord? Donc voilà un deuxième alcool possible. Alors on pourrait continuer, voir, bon, sur votre brouillon par exemple, est-ce qu'il y en a d'autres? Donc toujours une chaîne carbonée à 3 carbones. Est-ce qu'il y aurait possibilité de faire une chaîne carbonée qui n'est pas linéaire comme ça? Le problème, c'est que si je fais ça, c'est exactement la même chose. Hein, d'accord? Donc forcément, là, les 3 carbones, ils vont être comme ça. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une chaîne carbonée à 2 carbones et une ramification. Ça, c'est pas possible. Ensuite, est-ce que le OH, je peux le mettre ailleurs que sur ce carbone-là ou celui du milieu? Vous pourriez vous dire, je vais le mettre ici. D'accord? Sauf que si je le mets ici, je complète, ça fait CH2, CH2, CH3. Il se trouve que cet alcool-là, c'est exactement le même que le premier. Parce que si vous retournez cette molécule, vous obtenez celle-ci. Donc, l'ordre des atomes, les liaisons sont exactement les mêmes. Donc, ces deux alcools, le premier et celui-là, sont exactement les mêmes. Donc, du coup, hop, ça n'est pas une nouvelle possibilité. Ok? Donc, il y a seulement 2 alcools qui sont possibles avec 3 atomes de carbone. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? On nous dit associer sa classe à chacun des alcools. Alors, primaire, secondaire ou tertiaire. Alors, je vais juste changer de couleur pour voir un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le carbone fonctionnel, c'est celui-là. Donc, c'est celui qui porte le groupe OH. Il est lié à combien de carbone? Il est lié à un seul carbone. Donc, ici, on aura un alcool dit primaire. On écrit ça en chiffres romains. Donc, c'est grand 1 pour primaire. D'accord? Parce que le carbone fonctionnel n'est relié qu'à un seul carbone. Dans celui-là, le carbone fonctionnel, c'est celui-ci, celui qui porte le OH, et il est relié à un atome de carbone ici et un atome de carbone ici. Donc cette fois-ci, il est relié à 2 atomes de carbone. C'est un alcool secondaire. D'accord? Il n'y a pas ici d'alcool tertiaire. On n'a pas de possibilité avec seulement 3 atomes de carbone pour avoir un alcool tertiaire. C'est à partir de 4 atomes de carbone où on aurait un CH3 par exemple ici. On pourrait avoir un CH3 avec 4 atomes de carbone et là, on aurait la possibilité d'avoir un alcool tertiaire. On continue. Déterminer la formule semi-développée et la famille chimique des produits oxygénés obtenus lors de l'oxydation ménagée de l'alcool primaire et de l'alcool secondaire. Donc là, on nous confirme qu'il y avait un alcool primaire et un alcool secondaire. Alors, l'alcool primaire qui est ici, si on l'oxyde, qu'est-ce qu'il va donner? On nous dit dans le complément scientifique qu'on va transformer un alcool soit en aldéhyde, soit en cétone. Donc ça veut dire que ce CH2OH va se transformer en C double liaison O. Alors ça nous donnerait quoi au final? Alors je vais remodifier la couleur. Hop. Alors ça nous donnerait quoi? On aurait notre CH3 qu'on avait tout à l'heure. Ensuite, notre CH2 ici. Et ce CH2OH, lui, ça va s'oxyder et se transformer en C double liaison O. Là, H, puisqu'il n'y a plus d'autres carbones après. Donc ici, on obtient un aldéhyde, C double liaison OH. Donc en fait, c'est toujours le cas. Un alcool primaire va s'oxyder en aldéhyde, toujours. Puisqu'en fait, un alcool primaire, vous verrez, vous avez le OH qui est toujours en bout de chaîne. C'est-à-dire que comme le carbone fonctionnel n'est relié qu'à 0 ou qu'à 1 carbone, le OH se retrouve en bout de chaîne en fait. Donc du coup, votre C double liaison O, donc votre carbonyle, le groupe carbonyle, est toujours en bout de chaîne. Donc ça devient un aldéhyde. Pour l'alcool secondaire, qu'est-ce que ça nous donne? CH3, CH3. Alors la chaîne carbonée n'est pas modifiée. Donc on obtient ça. Par contre, le carbone sur lequel est lié le OH, lui, on va transformer le groupe caractéristique hydroxyle en une C double liaison O. Voilà. Et là, c'est quoi? C'est forcément une
cétone ici, puisque vous avez le groupe carbonyle, donc C double liaison O, qui est relié des deux côtés à 2 carbones. Donc à un carbone de chaque côté, donc qui est relié à 2 carbones au final. Donc ça, c'est bien une cétone. Alors il se trouve qu'un alcool secondaire, par oxydation, donnera toujours une cétone. Un alcool primaire, un aldéhyde, un alcool secondaire, une cétone. On continue. Associer chacun des spectres du document à l'aldéhyde ou à l'acétone, ben voilà, il nous disait, hein, à l'aldéhyde ou à l'acétone en justifiant. Alors, on va se servir de la table, évidemment. Alors, il faut déjà regarder un petit peu ce qu'on a sur les spectres. Sur le premier spectre, on a une jolie bande très intense et fine, ici. Donc, à combien? Donc là, on est à, que je vous dise pas de bêtises, 1500, 1600, 1700, non, c'est pas ça. Là, 1500, hop, 1600, 1700, 1800, ah bah non, ça va pas non plus. Alors, il est où là, 1500? Hop, 1500, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, c'est ça. Donc, 1500, c'est là, 1600, 1700, 1800, faut bien regarder, hein, 1900 et 2000. Donc ici, on est à combien? On est entre 1700 et 1750, donc environ 1740 cm-1. Qu'est-ce qu'on a? Bah, ici aussi, là. Donc là, on a plusieurs petites bandes, d'accord? Donc on a des bandes vers 3000 cm-1, donc ça, on sait que c'est les CH, hein, on le sait. Et on a quand même ces deux bandes-là. On a deux petites bandes ici assez importantes, enfin moyennes en intensité. Sur le deuxième spectre, donc le spectre B, on a également une bande fine et intense, à peu près vers les mêmes nombres d'ondes que le spectre A. On est pareil, donc 1500, 1600, 1700. Alors sauf que là, on est juste après 1700, donc on est plutôt 1710 cm-1. D'accord? Et on n'a pas, donc là, on n'a rien, on ne peut pas considérer que c'est une bande. Et là, bah, on n'a plus les deux petits pics ici, les deux petites bandes. Par contre, on a, pareil, mais pas très intense, vers 3000. On a une bande, mais alors là, très faible. Ce sera les CH également. Hein. D'accord? Alors, on va voir un petit peu qui est l'acétone et qui est l'aldéhyde. Parce que ça se ressemble quand même pas mal. Alors, on y va. Pour les aldéhydes, on doit avoir deux bandes caractéristiques. Une première bande pour la liaison CO, entre 1720 et 1740 cm-1. Et on doit avoir pour les CH particuliers, c'est le CH en fait du groupe caractéristique aldéhyde, c'est 2750-2900 cm-1. On nous dit deux bandes moyennes et fines. Alors, qui est notre aldéhyde? Évidemment, donc la CO entre 1720 et 1740. Donc, ça serait plutôt celle-là, parce que l'autre, on est un petit peu en dessous. Mais bon, ça ne suffirait pas pour les départager. Par contre, ce qui va suffire pour les départager, c'est ces deux petites bandes-là. On a ici, désolé pour la précision, hop, on a deux petites bandes. Donc, à combien les petites bandes? 2000. Là, on est à 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500. Donc, ici, c'est 2500. 2600, 2700. Donc, on est à 2700 et à 2800. D'accord? Donc, on a deux petites bandes moyennes et fines entre 2007 et 2008. C'est exactement ce qui correspond à la bande d'absorption d'un CH d'aldéhyde. Et on a notre CO. Donc, a priori, ce spectre-là serait le spectre de l'aldéhyde. D'accord? Bon, vérifions si le deuxième spectre est bien celui de l'acétone. Alors déjà, on n'a plus les deux bandes caractéristiques du CH. Alors c'est normal parce qu'il n'y en a pas. Sur l'acétone, il n'y a pas de C double liaison OH. Donc du coup, bon, ça serait logique. Ensuite, au niveau du C double liaison O, 1710, on trouve cm-1 à peu près, donc plus bas que la C double liaison O d'un aldéhyde. Effectivement, on nous dit 1705, 1725. Donc ça veut dire que c'est inférieur au nombre d'ondes de la bande d'absorption d'un aldéhyde. Donc c'est tout à fait logique et il n'y a pas d'autres bandes caractéristiques. Donc il semblerait bien que ce spectre-là soit celui de l'acétone. Donc ça veut dire que ce spectre A, c'est cet aldéhyde-là, qui s'appelle le propanal. Et
ce spectre-là, pardon, c'est le spectre de l'acétone qui s'appelle la propanone. Propane parce qu'on a 3 carbones dans la chaîne carbonée. On parce que c'est une cétone, al parce que c'est un aldéhyde. Voilà pour cette question-là. Ensuite, on nous demande, dernière question, avec d'autres oxydants, l'aldéhyde peut être oxydé en acide carboxylique. Quelle partie du spectre sera modifiée? Alors ça veut dire qu'on passe de ce groupe-là, C double liaison OH, au groupe C double liaison OH, d'accord? Donc qu'est-ce qui change? On a toujours une C double liaison O. Sauf que si on regarde pour l'acide carboxylique, on va juste voir que, on va peut-être le voir, la C double liaison O baisse au niveau du nombre d'ondes, c'est-à-dire que là, on était pour l'aldéhyde entre 1720 et 1740, on passe entre 1680 et 1710. Alors ça va se rapprocher, mais ça va être plus bas. Et c'est toujours une bande forte et fine, donc ça va, bon, là on verra quand même la bande vers 1700. Par contre, ce qui change, c'est qu'on a une bande très forte et très large entre 2500 et 3200 cm-1 qui correspond au OH. Donc, le spectre sera modifié pour un acide carboxylique à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître ici une bande large. D'accord? Alors, c'est même, si vous regardez ce qu'on vous dit, c'est entre 2500 et 3200. Donc, du coup, 3200, j'y étais, d'accord? Là, on est à 3100, 3200. Donc, on va avoir quelque chose qui va vraiment recouvrir voilà, tout ça, puisque c'est entre 2500 et 3200. D'accord? Donc voilà ce qui va se passer. Ça correspondra au OH de l'acide carboxylique. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que c'est suffisamment clair. Alors on continue avec le dernier qui était un petit peu différent, même s'il y avait encore un spectre infrarouge. Mais il y avait quelque chose que je voulais vous faire qui est la détermination d'une formule brute à partir de pourcentages massiques en masse de chaque élément. Alors, on vous dit, l'acide oxalique, espèce chimique présente dans l'oseille, peut être utilisé comme agent de blanchiment du bois. La composition massique de l'acide oxalique, c'est-à-dire le pourcentage en masse de chaque élément. Alors, juste, c'est quoi le pourcentage en masse de chaque élément? C'est la masse de l'élément sur la masse totale. Et on multiplie ça par 100. Voilà, ça, c'est le pourcentage massique. Alors, on nous dit que l'acide oxalique, c'est 27% de carbone, 71% d'oxygène et 2% d'hydrogène. D'accord? On nous donne le spectre infrarouge de l'acide oxalique, donc il est là. Et on nous demande, à l'aide du spectre et des données, d'écrire la formule semi-développée de la molécule d'acide oxalique. Donc déjà, il y a plusieurs choses. C'est qu'il faut déjà savoir combien il y a de carbone, combien il y a d'oxygène et combien il y a d'hydrogène, d'accord, dans la formule brute. Et ensuite, grâce au spectre infrarouge, il va falloir déterminer les groupes caractéristiques présents et essayer de trouver une formule semi-développée. On nous donne comme information la masse molaire de l'acide oxalique. Alors, il y a 2 étapes du coup. La première étape, c'est de trouver la formule brute. Donc, la formule brute de l'acide oxalique. Alors, je voulais absolument que vous voyiez ce genre d'exercice parce qu'on cherche une formule brute qu'on ne connaît pas. On sait juste que dans cette molécule, j'ai du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Ça, je le sais grâce au pourcentage qu'on me donne. Alors, quand je cherche une formule brute, je peux dire que je ne la connais pas. Donc, je peux dire que c'est un nombre X que je vais chercher de carbone, un nombre Y d'hydrogène et un nombre Z d'oxygène. Donc, la formule brute va s'écrire CX, HY, OZ. Et le but va être de déterminer le X, le Y et le Z. Alors, on me donne la masse molaire de cette molécule d'acide oxalique et le pourcentage massique. Alors, la méthode, c'est par exemple de se dire, ma molécule de formule brute, c'est X, HY, OZ. Si je la décomposais en ces éléments chimiques, je récupérerais X atomes de carbone plus Y atomes d'hydrogène plus Z atomes d'oxygène. D'accord? Donc un peu, on modéliserait comme une équation chimique, qui n'en est pas une, évidemment. Si je pars de 1 mol
d'acide oxalique, donc de CX, HYOZ. Combien je récupérerais de carbone, d'hydrogène et d'oxygène? D'après cette pseudo-équation, je récupérerais X mol, donc tout ça je vais le mettre, c'est en mol, hein, d'accord? Donc c'est la quantité de matière, petit n, en mol. Je récupérerais X carbone, Y hydrogène, et Z mol, pardon, X mol de carbone, Y mol d'hydrogène et Z mol d'oxygène. D'accord? Comme lors d'une réaction chimique. Si maintenant je me pose la question au niveau de la masse, donc de la masse en grammes, à laquelle ça correspondrait. Une mole d'acide oxalique correspond à quelle masse en grammes? Par définition, à ce qu'on appelle la masse molaire de l'acide oxalique, puisque la masse molaire, c'est la masse d'une mole. Donc, si je prends une mole d'acide oxalique, ça correspond à une masse grand M. D'accord? Et si, pendant cette pseudo-réaction, d'accord, je récupérais X mol de carbone, je récupérais quoi comme masse? X mol fois, puisque c'est du carbone, la masse molaire, mais de carbone. Donc ça, c'est la masse des X mol de carbone que je récupère. En hydrogène, ce serait quoi? Ce serait Y mol fois la masse molaire de l'hydrogène. Ça, ce serait la masse de l'hydrogène que je récupère. Et la masse d'oxygène que je récupère, ce serait Z mol fois la masse molaire de l'oxygène. D'accord? Donc du coup, moi, j'ai des pourcentages massiques. On me dit que j'ai un pourcentage massique de carbone qui vaut 27%. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le pourcentage de carbone, donc massique, ce serait la masse de carbone, que de l'élément carbone, sur la masse totale. D'accord? Et c'est quoi la masse totale? On va considérer que ma masse totale, ce serait la masse d'une mole avec mon raisonnement, donc grand M de l'acide oxalique. Et c'est quoi la masse de carbone? On l'a là. La masse de carbone, ce serait X fois la masse molaire du carbone. Et donc le pourcentage massique, ce serait X fois la masse molaire du carbone sur grand M. OK? Alors, 27%, donc on sait que ça, ça fait 27%. OK? Alors, 27%, c'est quoi? C'est 27 divisé par 100, donc 0,27. Alors, là-dedans, je connais tout. Je connais la masse molaire du carbone, que vous trouvez dans la classification périodique, c'est 12. Je connais la masse molaire de l'acide oxalique, c'est 90. Et je connais le pourcentage, c'est 0,27. Donc, je peux trouver le X. Alors, attention, le X que je cherche, je fais passer la masse molaire de l'autre côté. Ça fait 0,27 fois la masse molaire de l'acide oxalique. Et je divise par la masse molaire du carbone. Bon, exceptionnellement, là, je fais tout à la suite alors qu'on sépare calcul littéral application numérique. Ça fait 0,27 fois 90 grammes par mol divisé par la masse molaire du carbone, 12,0. Si vous faites ça sur votre calculatrice, 0,27 fois 90 divisé par 12, on arrive à 2,025. Alors évidemment, notre X, c'est forcément un nombre entier. D'accord? C'est un nombre d'atomes de carbone. Donc là, on trouve 2,0, donc pas de souci. Ça nous donne bien 2 atomes de carbone. Donc ça veut dire que dans ma molécule d'acide oxalique, j'ai 2 atomes de carbone. On fait pareil pour le reste. Alors je ne vais pas refaire toute la démonstration, mais Y, qui serait le nombre d'atomes d'hydrogène. Le pourcentage pour l'hydrogène, c'est 2%. Donc 2%, attention, c'est 2 divisé par 100, donc 0,02. Je multiplie par la masse molaire et cette fois-ci, je divise par la masse molaire de l'hydrogène. On arrive à 0,02 fois 90 sur la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1,00. Si vous faites ça, on trouve 2 également. Donc ça veut dire qu'il y a aussi 2 atomes d'hydrogène. Seulement 2. OK? On fait pareil pour le nombre d'atomes d'oxygène. Donc Z, alors pour l'oxygène, attention, on nous dit 71%. Donc 71%, 71 divisé par 100, ça fait 0,71 fois la masse molaire de l'acide oxalique sur cette fois-ci la masse molaire de l'oxygène. Alors ça nous donne 0,71
fois 90, le tout divisé par la masse molaire de l'oxygène, 16,0. Alors, si vous faites ça sur votre calculette, 0,71 fois 90 divisé par 16, on trouve 3,99. Donc, c'est encore, ça doit être un nombre entier, hein, 3,99, on arrondit évidemment à 4. Donc, on a 4 atomes d'oxygène. OK ? Donc, ça veut dire que j'arrive à la formule brute de ma molécule. Ce serait C2H2O4. Donc, l'acide oxalique, première étape dans le raisonnement, voilà sa formule brute, C2H2O4. Sauf que, on ne sait pas comment vont être liés les atomes, on ne sait pas quels sont les groupes caractéristiques. Donc, pour pouvoir écrire ce qu'on nous demande, c'est-à-dire la formule semi-développée de la molécule, il faut se servir du spectre. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le spectre ? On s'intéresse à tout ce qui est après 1500 cm-1. Alors, on voit une jolie bande ici. Alors là, c'est pas super précis, hein, d'accord ? On voit une jolie bande, et là, on ne peut pas tellement dire, mais c'est environ 1700 cm-1. On ne peut pas être plus précis que ça. Si je fais le milieu, je serai à peu près ici, à 1750 cm-1. Donc, du coup, environ 1700. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ici une bande, toujours là, j'ai une bande, d'accord ? 3000, ce serait les CH, évidemment, ceux-là, ça ne change pas. Et j'ai ici, quand même, une bande assez large, pas énormément large, mais quand même assez large, au-dessus de 3000, donc entre 3000 et 3500, donc environ 3300 ou 3200, ici, cm-1. Alors, qu'est-ce que ça peut être du coup ? Vers 1700, on le sait maintenant, si vous regardez, vers 1700, ça peut être quoi ? Évidemment, c'est double liaison O. Pour un aldéhyde, c'est 1720-1740. Pour un acide carboxylique, 1680-1710. Pour un ester, 1700-1740. Une cétone, 1700-1725. Donc voilà, donc on sait que ça, c'est une liaison, c'est double liaison O. Ensuite, une bande qui est vers 3300 cm-1. Alors, si vous regardez, un alcool, OH, ça peut coller. 3200, 3400, bande forte et large. Le OH d'acide carboxylique, pareil, 2500, 3200, bande forte et très large. Alors là, elle n'est pas très très large, mais ça pourrait coller également, hein. Donc, on a un OH. Maintenant, OH d'acide ou pas, là, c'est pas évident. C'est pas très très précis. Alors maintenant, on va s'intéresser on va regrouper les deux infos. La formule brute et les liaisons qu'on voit apparaître. Alors, je vais descendre un petit peu. Je sais que si je récapitule, j'ai une liaison, au moins une, hein, j'en peux en avoir plusieurs, hein, voilà, CO, et j'ai aussi du OH. Okay, et ensuite, je sais que la formule brute, c'est C2H2O4. Donc, je sais que j'ai 2 carbones. Voilà. Et je sais que j'ai seulement 2 hydrogènes, attention, et 4 oxygènes. 4 oxygènes. Alors déjà, je sais que j'ai une double liaison CO. Mais alors, j'ai 4 oxygènes. D'accord ? Donc forcément, je vais avoir une autre double liaison CO parce qu'il faut quand même des oxygènes. Alors, je ne peux pas la mettre là, hein, parce que le carbone, là, il a déjà 3 liaisons, donc il lui en manque plus qu'une. Donc, je peux la mettre de ce côté-là. D'accord ? Du coup, il lui manquera plus qu'une liaison à ce carbone-là. Ensuite, je sais que j'ai du OH. Ah là, j'ai pas trop le choix. Voilà, je peux mettre un OH évidemment ici. Alors ce serait du coup un acide carboxylique. Il n'y a pas, là il n'y a pas photo. Que je le mette n'importe où, hein, ce serait ça. Et ici, il nous reste quoi ? Il nous reste, je peux mettre un H par exemple. D'accord ? Là ça pourrait marcher. Sauf que on aurait 2 H, ça c'est bon, 2 carbone, ça c'est bon, mais il nous manque un oxygène, parce que j'en ai que 3. Donc c'est pas possible. Donc forcément, on a un OH. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vous pouvez chercher, hein, essayer de mettre 4O, 2H et 2C. Vous aurez forcément, avec bien sûr ces liaisons qui sont là, hein, vous arriverez toujours à retomber là-dessus. Donc l'acide oxalique, c'est ça, c'est un diacide en fait. C'est une molécule avec 2 fonctions acide carboxylique, donc 2 groupes carboxyle. Alors, le seul truc qui aurait pu vous perturber, c'est que
le OH d'un acide carboxylique est normalement une bande très très forte et très très large. Là, sur ce spectre, mais ce spectre, hein, c'est pas un spectre, c'est pas un vrai, c'est-à-dire que c'est une représentation, un dessin d'un spectre. Bon, la bande, elle est pas super large, d'accord. Mais bon, c'est quand même pas mal. On arrive à quand même avoir la bande du OH. Voilà. Donc du coup, bah voilà un type d'exercice où il faut raisonner. Il y a plusieurs, il y a la stratégie à, à adopter. Donc d'abord, trouver la formule brute pour avoir le nombre d'atomes. Ensuite, le spectre nous donne les fonctions, c'est-à-dire les groupes caractéristiques, et donc les liaisons qui vont être forcément qui vont apparaître dans la formule semi-développée. Et ensuite, on essaye. Donc sur son brouillon, on essaye de trouver des formules semi-développées qui collent avec cette formule brute-là et qui collent avec la présence de ces liaisons-là. Voilà, voilà. J'espère que ça ira, que c'est suffisamment clair.